Salam à tous, bienvenue dans Puissance Podcast. Aujourd'hui, je suis en présence de Ladji, jeune entrepreneur. Il a créé une entreprise qui s'appelle Adadia, une société qui fait tout ce qui est service funéraire, France, Mali. Je vais laisser se présenter. Ladji, comment vas-tu déjà? Très bien, merci. Alhamdulillah. Donc, je vais te laisser te présenter un petit peu et puis nous parler un petit peu de ce que tu fais. Ouais. Adadia, c'est quoi? Et puis, voilà, pour qu'on puisse prendre connaissance de ça. Ok. Écoutez, salam alaikum. Voilà, moi, je m'appelle Ladji Dibatere. Je suis entrepreneur dans le transport funéraire entre la France et le Mali. Donc, j'ai créé une start-up qui s'appelle Adadia il y a tout juste environ 8 mois. Et donc, on prend en charge en fait les défunts à partir de la France jusqu'au Mali. D'accord. Et moi, il y a une question qui m'intéresse. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir entreprendre et surtout dans ce domaine? Dans ce domaine. Alors, moi, j'ai eu l'idée suite au décès de mes parents. Donc, paix à leur âme, j'ai perdu mon père en 2010. 5 ans après, j'ai perdu ma mère en 2015. Donc, en allant avec mon père au village, avec mon défunt père au village sur la route, on a eu plusieurs problèmes, des crevaisons de pneus, des problèmes liés au véhicule. Donc, franchement, on a mis, au lieu de mettre 18 heures, on a mis, je crois, 22 heures de route. Et mon père, malheureusement, était sur le toit du véhicule avec des glaçons. Donc, c'était quand même assez compliqué. Moi, ça m'a fait quand même un espèce d'électrochoc. Donc, avec mes frères, on s'est dit, mais c'est pas normal. Il fallait faire quelque chose. Malheureusement, mon père, quand il est arrivé au village, le processus de décomposition avait déjà commencé. Donc, 5 ans après, rebelote. Cette fois, je perds ma mère, paix à son âme. Donc, arrivé à l'aéroport. Amine. Donc, arrivé à l'aéroport, malheureusement, l'organisation, c'était pas trop ça. Donc, pareil, on a pris des véhicules qui n'étaient pas adaptés, qui ne répondaient pas aux normes d'hygiène et de sécurité. Donc, ce n'était pas vraiment des corbillards, hein, c'était plus des véhicules comme on peut trouver un petit peu au marché à côté de chez nous, où ils mettent... les Sotorama ouais, voilà, dans le même style que les Sotorama, exactement. Ouais. C'est ça, hein, ils appellent ça. Et en général, ils négocient avec eux, ouais. Avec eux, ou des personnes qui sont au grand marché. On leur dit, écoutez, il y a la personne de telle famille qui arrive, il faut trouver un véhicule. Puis eux, ils trouvent le premier véhicule qui arrive. D'accord. Et qui, lui, n'est pas du tout un professionnel en la matière. Donc, sa conduite même ne va pas être une conduite assez souple. Pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est les Sotorama au Mali, voilà, ils conduisent comme des... Comme si qu'il avait un 4x4. C'est pas le cas. C'est vrai. Et surtout, on transporte un défunt, donc ça doit être une conduite quand même assez souple. Assez souple, effectivement. Et on prend pas les dodanes à 80 km/h, mais bon, ça, c'est autre chose. Du coup, en allant sur la route, pareil, voilà, plusieurs crevaisons de pneus, plusieurs problèmes liés au véhicule. Et là, j'ai vraiment été déçu, choqué et blessé à la fois. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de créer cette start-up qui aujourd'hui s'appelle Adadia. D'accord. Et qui d'ailleurs porte le nom de mes défunts parents, puisque mon père s'appelait Adama. D'accord. Et ma mère s'appelait Bidia, donc j'ai fait un mix, parce que c'est pour eux que j'ai fait cette entreprise. D'accord, ok. Super. Et je vois un petit peu sur le prospectus, tu as mis Lahidou Goumou. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Lahidou Goumou, ça veut dire personne de confiance. En fait, le Lahidou, c'est en langue soninké. Et Lahidou, c'est un principe, c'est un engagement, c'est une parole, en fait. Et Goumou, c'est plusieurs personnes, c'est des... Voilà. Donc, en gros, ça donne le Lahidou Goumou parce que j'estime que nous, quand les gens nous confient leurs défunts, à partir de la France, nous, quand on les met en relation avec la pompe funèbre, on fait le suivi derrière. Et quand on arrive au Mali, on prend soin de ces défunts-là comme si c'était les nôtres. Et donc, c'est un engagement qu'on prend. C'est un lahidou. On a pris le lahidou d'aller jusqu'au village, jusqu'au fin fond du village, à 800 km de Bamako, et de faire l'inhumation en respectant les volontés de la famille. D'accord. Voilà, c'est ça en gros. Ok. Et moi, j'aimerais bien parler un petit peu de tout ce qui va être la réalité du pays. Parce que toi, aujourd'hui, justement, tu as créé une société pour combler le besoin et faire un service de qualité, de confiance. C'est ça. Maintenant, sur le terrain, comment ça se passe? Le Mali,
les facilités, les difficultés, la réalité, parce que c'est quand même... Voilà. Moi, en tout cas, je suis très content de voir quelqu'un comme toi qui entreprend, qui ose faire les choses, retourner au pays dans un... C'est quand même un sujet qui est assez difficile, mais qui est réel. Ça fait partie de notre vie. Il faut que quelqu'un puisse s'en occuper. C'est ça. Maintenant, tu avais l'idée. Ok, super. Tu arrives au pays. Quelles sont les difficultés? Quelles sont les facilités, s'il y en a? Comment tu vis les choses aujourd'hui? Des difficultés, il y en a eu beaucoup. Mais moi, je pars du principe où on fait les choses avec le cœur, on fait les choses avec l'amour de notre pays, en fait. Ok. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, Adadia, je l'ai créé pour mes parents. Donc, il y a plusieurs fois, j'ai voulu tout arrêter parce qu'il y avait trop de difficultés, même dans la préparation, dans l'état d'esprit. Mais avec le courage de mes proches, de ma famille, des amis, je suis toujours là. Et donc, en fait, les difficultés, elles ont commencé, même si tu veux, dans l'envoi, en fait, dans l'expédition du véhicule, que ce soit au niveau des frontières, que ce soit au niveau des procédures. Il y a ces fameux pots de vin qu'il faut payer. Quand on n'a pas l'habitude de ça, nous, en France, avant, je bossais dans les bureaux, je suis transitaire à la base. Je bossais dans les bureaux, donc je n'avais pas l'habitude, forcément, de magouiller, de faire plein de choses. Mais bon, après, c'est comme ça. Et c'est les règles du jeu aussi. Et il faut savoir jouer. Et donc, du coup, après, il y a eu d'autres difficultés aussi. C'était, je veux dire, arriver à Bamako, sur le terrain directement, parce qu'on se faisait souvent arrêter par la police. Ok. Parce qu'eux, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des véhicules de qualité comme le mien. Donc, pour eux, c'est un véhicule pour faire du transport de marchandises, puisque je n'ai pas écrit corbillard en gros comme eux le font. Donc, je me faisais souvent arrêter. Donc, pareil, il faut négocier. Mais bon, après, c'est les règles du jeu, c'est le pays, c'est comme ça. En tout cas, tu apprends, ouais, tu as beaucoup appris. On apprend. Tu apprends tout le temps. Maintenant, carrément, ces policiers-là, quand ils me voient, je leur fais un signe de la main. Voilà, ouais, c'est ça. Non. Donc, en fait, c'est comme ça, c'est les débuts. Mais en tout cas, après, je veux dire, sur la route, on a eu quelques difficultés aussi, parce qu'on était arrêtés souvent à des barrages. Mais après, en général, quand on explique qu'on est une entreprise de transport et qu'on transporte des défunts, il y a beaucoup de respect par rapport à ça. Donc, après, les mentalités, elles sont en train d'évoluer petit à petit. Mais quand on parle de difficultés, il faut savoir que déjà, quand on entreprend, c'est pas un truc qu'on fait du jour au lendemain. Moi, l'entreprise, je l'ai créée cette année. On est en 2020. Mais ça fait déjà depuis 2017 que je suis dessus. Ouais. Donc, ça fait environ 3 ans et demi. Je dors pas forcément la nuit. Il y a des moments où je me réveille, je dis mais il faut que j'écrive ça, il faut que je fasse ça. Et on cogite, on se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que ceci, on essaie d'améliorer. Arriver sur place, quand tu vas essayer de démarcher, quand tu es en prospection, la difficulté elle commence là aussi, puisque les gens ils comprennent pas en fait ton activité. Ils se disent mais depuis quand on a une entreprise pour transporter quelqu'un? Donc en fait, tu vois, déjà l'approche c'est pas la même. Il n'y a même pas cette compréhension. Je dis mais c'est quoi ça? Exactement. Et moi, je me rappelle, je suis allé voir une société d'assurance et du coup, ils m'ont fait faire des allers-retours de bureau en bureau parce que personne ne voulait me renseigner parce que c'était un sujet qui était lié à la mort. Ok. C'est dingue, hein? Ils m'ont fait faire des allers-retours. Alors que la personne qui devait me renseigner, c'était la deuxième personne que j'ai vue. Mais elle avait peur de parler de ce sujet-là. Elle me disait, non, il faut aller voir Diarra. Diarra me disait, il faut aller voir Kanouté. Kanouté me dit, il faut aller voir Traoré. Alors c'est bizarre parce que moi, la mort, c'est quelque chose, j'en parle souvent dans mes podcasts, dans mes vidéos, parce que c'est une réalité. Je pense que ça, c'est... déjà, depuis que tu as créé, tu as ramené pas mal de corps, donc c'est réel. Même tout à l'heure, on parlait un petit peu du nombre de défunts. Il y a vraiment un nombre qui est là, qui est réel. Ouais. Et aujourd'hui, les gens n'osent pas parler de la mort. Pour toi, qu'est-ce qui fait que les gens ils évitent ce sujet? Parce que toi, maintenant, tu es en plein dedans. C'est ton travail. En fait, déjà, on n'a pas la même approche quand on vit en Europe et quand on vit en Afrique par rapport au domaine de la mort, spécialement en Afrique de l'Ouest, je veux dire au Mali. Entre le Mali et la France, il n'y a pas la même approche. En France, on a l'habitude de voir des corbillards, on a l'habitude de
vivre avec ça, quoi. Au Mali, quand ils voient un mort, pour beaucoup, c'est limite, ils fuient. Parce qu'ils ont peur de ça. Et c'est très tabou. Pourtant, on est de confession musulmane. Et on ne devrait pas, en fait, parce que la mort, c'est un rappel. Et toute âme goûtera à la mort. Donc, comment t'es venu, tu partiras la même chose. La vie, c'est un cycle. Mais après, les gens, ils le voient peut-être pas comme ça, ou alors, cette vie-là, elle est beaucoup trop belle, quoi. Donc, on n'est peut-être pas prêt de passer de l'autre côté, puisque la mort, c'est un passage de l'autre côté. Moi, c'est ce que je dis à ma femme. Je lui dis des fois, tu sais, je pars au Mali, mais si je reviens pas, en fait, je veux dire, sois forte. C'est la vie, en fait. Moi, j'ai déjà perdu mes 2 parents. Donc, voilà, fais ce que tu as à faire. Tu vois, la vie, c'est ça. Et c'est intéressant, là, on va reparler rapidement des parents. Donc, toi, le fait d'avoir perdu tes parents, dans quel état ça t'a mis? Quel conseil tu donnerais aux gens qui ont encore leurs parents? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Bah, franchement, moi, déjà, quand j'avais perdu mon père en 2010, j'étais à moitié achevé. Après, moi, je suis le dernier de ma famille. On est 6 garçons. J'ai perdu ma mère 5 ans après. Donc là, j'étais complètement sous l'eau. J'ai pris un coup de massue. Je pensais que le monde s'était écroulé sur moi. Et après, grâce à la foi, en fait, j'ai pu tenir. Mais j'avais encore un peu de regret, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'étais très proche de ma mère qui était la dernière, parce que j'étais le dernier. Donc, j'étais très proche d'elle, j'ai toujours tout fait pour elle. Mais les gens qui ont encore leurs parents, si je pouvais leur donner un conseil, c'est vraiment de prendre soin d'eux malgré tout. Malgré que des fois, on ne se comprend pas parce que bah, nous, on est nés en France, eux, ils sont nés en Afrique. On n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas la même vision. Mais ce qu'il faudrait, c'est essayer de matcher le tout parce que eux, ils ont leur expérience, nous, on a cette fraîcheur. On peut s'apporter quelque chose mutuellement, en fait. Maintenant, c'est vrai que des fois, on peut avoir des discordes, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de faire plaisir à ses parents, d'aller en vacances avec eux, de profiter d'eux, de faire ce qu'ils aiment. Et la baraka, elle va se gagner en faisant ce genre d'action, quoi. C'est vraiment important. Et l'idée aussi, ce serait un peu de sensibiliser nos parents sur plein de choses de la vie. Moi, par exemple, par rapport à mon domaine, bah, je veux dire, les gens, ils devraient un petit peu en parler avec leurs parents, même si ça ne veut pas dire que... C'est pas parce qu'on parle de quelque chose, je veux dire qu'on va mourir, quoi. Moi, au Mali, des fois, je parlais de mon activité, je parlais avec les gens, mais ils ne voulaient pas parler de ça avec moi. Et moi, mes parents, j'ai jamais parlé de la mort avec eux, tu vois. Et en fait, ma mère, paix à son âme, elle avait déjà préparé son linceul. Tu vois ce que je veux dire? Elle avait déjà préparé son linceul avec ses copines de cours d'arabe. Et nous, on ne savait même pas. Parce qu'elle ne parlait pas de ça avec nous. Donc, c'est important de parler de certains sujets un peu tabous. Voilà, et franchement... parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Et on y passera tous. Et on n'est jamais prêt à ça. C'est-à-dire que toi, tu t'y attendais pas. Exactement. C'est venu comme ça. Et... Exactement. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. À la base, j'avais été voir ma mère à l'hôpital. Et elle était en pleine forme. Et elle avait son visage qui illuminait. Elle avait un teint magnifique. Et le lendemain matin, j'entends qu'elle est décédée, en fait. Et déjà, moi, je pensais qu'elle allait sortir de l'hôpital puisqu'elle avait un teint magnifique, elle était en forme. Mais en fait, c'était un message d'adieu, tout simplement. Et c'est comme ça que je le vois. Et c'est ce qui me donne encore plus de courage, en fait, dans la vie. C'est ce qui me donne encore plus de courage. Donc ça, cette expérience-là, tu dis que toi, elle t'a forgé. Et aussi, c'est un des moyens aussi qui te permet aujourd'hui de tenir dans cette société. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est ça. Entrepreneur, n'importe quelle activité, c'est difficile. Je pense que quand même, cette activité, c'est encore un peu plus. Surtout que toi, ce que tu fais, c'est pour le Mali aussi. C'est ce que je veux dire. C'est ça. C'est ce que j'ai bien compris, en tout cas, de ce que tu me disais, c'est qu'il y a vraiment ce retour aussi au Mali, de créer quelque chose, ça tient aussi à cœur, ça. Exactement. En fait, pour moi, je voulais participer à la construction d'un Mali meilleur. Il y a plein de choses à faire au Mali. Aujourd'hui, il y a plein de gens de la diaspora qui entreprennent là-bas. On fait partie de plusieurs réseaux. Il y a du monde qui se pose des questions, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Il y a plein de choses à faire et j'ai envie de dire, il y a tout à refaire. Ouais, non, bah, carrément. Il y a tout à refaire. Il y a tout à refaire maintenant. Le Mali a besoin de la diaspora. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime bien dire ça. Le Mali, il a besoin de tous ses enfants dans tout le monde entier.
On a Ok. besoin des personnes qui soient dans la restauration, dans le funéraire. On a besoin des personnes qui font des formations. On a besoin de coachs. On a besoin de tout, en fait. Des mécaniciens, Des mécaniciens, de tout. Le but, c'est de faire avancer le pays, de former des jeunes, que nos petits frères et sœurs qui soient là-bas, qu'ils aient un avenir meilleur, qu'ils arrêtent de compter sur la diaspora parce que tous les mois, il faut envoyer de l'argent. Et il faut aussi qu'on leur donne les moyens un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est pour ça que moi, je voulais absolument contribuer à ça parce qu'aujourd'hui, moi, j'arrive à nourrir 4 familles par mois. D'accord. Et ça, c'est énorme. Mm. Il y en a qui sont à 15 familles, 20 familles, 200 familles. Mais moi, je pars de moi parce que je sais que je reviens de loin. Et 4 familles, et j'espère passer à 8, à 24, à 32, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et c'est comme ça. Si chacun il fait un petit peu à son niveau, Ok. on va arriver Donc il y a vraiment à quelque chose ce de bien, côté quoi. où chacun, voilà, Ouais. on est tous responsables, on est C'est tous ça. concernés. C'est ça. Et je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent ont vraiment cette volonté, qu'ils soient maliens, sénégalais, ivoiriens, peu importe, ont vraiment cette volonté et cette croyance que l'Afrique, comme tu le sais mon frère, Ouais. tout le monde y va aujourd'hui. Exactement. Nous sommes la diaspora. C'est ça. Et il est important qu'on prenne nos responsabilités, de travailler sur nous et aussi de se dire que qu'est-ce que je fais pour le pays. Comme toi, j'en ai jamais entendu parler, c'est pour ça que je t'ai dit, viens, on fait un podcast et tout. C'est vraiment ce côté où tu as créé quelque chose là-bas, pour permettre au pays d'évoluer. Et ça, c'est important pour toi et c'est super, c'est magnifique. Franchement, les gens de la diaspora, moi je pense qu'ils font bien de retourner au Mali, de créer quelque chose. Aujourd'hui, le Mali, il a besoin de tous ses enfants. On a besoin en fait des personnes qui entreprennent. On a besoin des personnes qui viennent avec des nouvelles idées, qui soient formées en Europe et qui viennent avec leurs compétences, qui mettent ça à profit de tous les enfants qui sont en Afrique. Il y a des enfants qui sont dans la rue, il y a des enfants qui savent pas quoi faire. Il y a des jeunes qui sont bourrés de talent, on les voit sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, ils sont pas bien entourés ou l'encadrement, c'est pas très top. Donc franchement, non, le Mali, il a besoin de tout le monde. Et l'histoire, on l'écrira ensemble, en fait. Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par l'histoire, on l'écrira ensemble? Je veux dire, en fait, là, par exemple, tu vois, on a le Mali, la situation du pays, elle est quand même pas facile. Je veux dire, là, par exemple, pour moi, il y a une nouvelle carte à jouer parce qu'il y a un nouveau départ. Voilà. Je veux dire, les jeunes de la diaspora, ils apportent énormément financièrement et ils contribuent au développement du pays. Donc, quand je dis l'histoire, on l'écrira ensemble, c'est avec tous les enfants du Mali qui soient partout dans le monde entier. Tu vois, par exemple, là, bientôt, il y a un événement qui s'appelle Oser le retour. Oh, c'est intéressant ça. C'est ça va se passer au CICB à Bamako, c'est le 30 octobre. Et du coup, c'est pour toutes les personnes de la diaspora qui ont décidé de retourner au Mali et qui ont investi dans une entreprise là-bas. Et donc, tu vois, ils seront récompensés et ça va donner des idées à d'autres personnes. Et il faut qu'il y en ait plus. Il faut qu'il y en ait plus. L'idée, ce serait qu'on crée des synergies, qu'on travaille ensemble, qu'on fasse plein de choses. Ok, justement, c'est ça que je voulais revenir. C'est intéressant. Moi, j'y crois. Moi, j'investis au pays, toi aussi. Mais comment tu motiverais les gens de la diaspora qui sont ici à investir là-bas? Pourquoi ils devraient investir là-bas et comment? Pourquoi ils devraient investir là-bas? Parce que l'Afrique, pour moi, c'est le futur. Et le Mali, c'est un des pays en Afrique où il y a vraiment des opportunités d'affaires. Il faut bien chercher, mais il y a vraiment des opportunités d'affaires. Et il faudrait que les gens se motivent dans un premier temps en faisant des allers-retours. Ok. Et non donc pas déjà d'aller voir un peu le pays. D'aller sur le terrain. D'aller sur le terrain, concrètement. Concrètement, d'aller sur le terrain. Comme tu le disais tout à l'heure par rapport à ta société. Exactement. Je fais tout ça et tout. Ouais, j'ai l'idée et tout ça. Voilà. Mais je vais chercher l'information au terrain. Et je vois la réalité du terrain qui est tout autre de ce que on peut penser. Exactement. Avec notre mentalité ici. Alors nous, aujourd'hui, en France, tu veux créer une entreprise, tu tapes 2-3 trucs sur Google. Tu es entrepreneur, tu as des documents, c'est assez facile par rapport à la réalité. Donc toi, tu dis déjà d'aller faire des allers-retours. D'aller sur le terrain et de se confronter déjà dans un premier temps à l'administration malienne. D'accord. Ça déjà, on arrive dans le championnat anglais là. Là déjà, on arrive dans le championnat anglais et hop. Déjà là, on comprend certaines réalités, la lenteur de l'administration, mais ça ne veut pas dire que ça doit être un frein.
Et c'est là qu'on va voir si le mec, il est persévérant ou pas. Parce que moi, je fais les choses pour l'amour de mon pays. Comme toi, tu fais, comme beaucoup font. Et c'est comme ça qu'on devrait voir les choses. Quand on fait les choses, c'est pour l'amour de notre pays. On ne doit pas faire les choses et dire « Ah, mais non, mais là-bas aussi, il y a ça, il y a ça. » Non, mais ça, on s'en fout de tout ça. Mais il faut faire abstraction. Non, mais c'est intéressant que tu soulèves ce sujet-là parce que c'est ça qui va empêcher les gens d'investir en Afrique ou d'aller en Afrique. C'est vraiment ces croyances, hein, parce que ce n'est que des croyances. Oui, mais les Maliens, les ceci, les cela, j'entends beaucoup ça. C'est ça, mais après, quand on voit certaines équipes de foot qui, par exemple, où le service au niveau de la restauration, au niveau de la paye, etc., pendant la CAN et tout, bah, les mecs, ils reviennent quand même quand ils sont sélectionnés, ils jouent encore pour le pays parce qu'ils le font pour l'amour du pays. Et nous, ça doit être la même chose. Et l'histoire, il faut qu'on l'écrive ensemble, ce que je disais tout à l'heure. Et en faisant ce genre d'acte, en surmontant toutes ces épreuves, tu es en train d'écrire l'histoire quelque part. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tes enfants, quand ils vont venir et qu'ils vont dire « Ah, mais c'est mon papa qui a fait ça. Waouh, c'est top. Waouh, mais c'est mon voisin. Ah, mais c'est lui. Ah, mais c'est... Oui, il y a eu une vague en 2020 qui a fait ça. » Tu vois ce que je veux dire ? Et là, je pense que c'est quand même quelque chose de bien. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu vois ? Donc, non, franchement, moi, je dirais qu'il faut absolument mettre tous ces trucs-là de côté, se confronter aux réalités du pays, aux administrations, se confronter à l'environnement, à l'état des routes, à la mentalité du Malien, parce qu'il y a... Exactement. Le Malien, quand il vient en France, c'est un bosseur. Mais le Malien, quand il est au Mali, son sport national, c'est boire du thé. Hein. Ah, je te promets. Les grains. Ah, le grain. Je te promets. C'est une réalité à laquelle je suis confronté. Pas tous. Hein. Pas tous. Mais il y a une bonne partie qui, malheureusement, voilà, c'est boire le thé. Et voilà. Mais après, non, il y a plein de choses. Et après, c'est dans la tête pour moi. Il faut arrêter de se mettre des barrières et dire que c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on soit des leaders, parce qu'on est tous des leaders en réalité. On est tous des leaders et ça se passe dans la tête. Tu vois, et quand toi, tu es en train d'aider un autre, tu es un leader et tu es en train de former un leader. Toi, demain, quand tu seras épuisé, c'est lui qui va prendre le relais. Et lui, il doit faire la même chose de son côté. Et on est tous dans une espèce de vague, on monte tous ensemble. Et c'est ça l'idée, en fait. Il y a vraiment aussi, c'est intéressant quand tu dis tous ensemble, justement, toi, au niveau aujourd'hui de tes croyances, parce que j'entends beaucoup aussi, oui, mais entre nous, on est... Moi, par exemple, je te regarde toi en face. Je te regarde. Voilà, on se connaît, on s'est vu à des événements, etc. C'est ça. Moi, si demain... Après, c'est ma croyance, peut-être que je me trompe. Je me dis, mais si on s'associait sur un truc, un projet, qu'on se mettait ensemble, on serait plus fort. Et que si on était 4, 5, 10, 20, et que vraiment on était beaucoup plus, parce qu'à un moment, tu as parlé vraiment d'être une diaspora ensemble. C'est ça. Donc moi, j'aimerais bien que tu parles un peu aussi de ça, vraiment. Qu'est-ce que tu penses vraiment si on arrivait à enlever ces croyances qu'on ne pouvait pas faire quelque chose, mais qu'ensemble, on pouvait vraiment... Après, le problème, c'est que des fois, il y a aussi l'ego. Malheureusement, des fois, c'est pas pour tout le monde, hein, mais il y en a, des fois, il y en a peut-être qui pensent comme ça, qui pensent que voilà, si j'aide lui... tu vois, je vais peut-être pas, alors que des fois on n'est pas dans la même activité, ce que je fais n'a rien à voir avec ce que lui il fait. Mais malheureusement, mais ça, pour moi, c'est des mentalités un petit peu anciennes. Aujourd'hui, par exemple, toi, tu vois, je t'ai contacté, tout de suite tu m'as dit viens, je vais te faire passer un podcast, et tu vois, ça m'a touché en fait. Je me suis dit mais on s'est rencontrés, on s'est déjà vus, mais en fin de compte, il est en train de me proposer quelque chose pour mettre en avant mon activité, il me donne la parole, je serai libre de dire ce que je veux et tout. Et ça, c'est top. Et il en faut plus des gens comme toi qui mettent en avant les autres. Et ça, par exemple, ça fait partie de « on est tous ensemble ». Et l'histoire, on est en train de l'écrire, en fait. Mais moi, je pars du principe que seul, on ne peut rien faire. Exactement. Seul, on ne peut rien faire. Ou on peut faire, mais ça ne va pas impacter. Ça va pas être grandiose. On regarde aujourd'hui une entreprise. Prenons Google. Par exemple, hein, c'est une best entreprise. Combien ils sont? C'est ça. Pour permettre à Google d'être là où ils sont aujourd'hui. C'est ça. Donc aujourd'hui, on est beaucoup à vouloir faire chacun son truc de son côté. Par exemple, un truc qui est tout bête. Toi, aujourd'hui, tu as fait une entreprise de convoi funéraire au Mali. Pourquoi, moi, je vais me dire, ouais, moi aussi, je vais faire un truc funéraire. Il y a déjà un frère qui est là, qui fait ça. Et lui, il ne fait pas ça parce qu'il juste pour faire ça. Il fait ça parce qu'il a vécu ça. Exactement. 2 fois. Il sait ce que c'est. Il en a souffert. Et il est passionné par ça. Et il a envie d'aider un maximum de Maliens qui vont rencontrer les mêmes problèmes que lui. D'avoir vraiment ce truc-là, d'être tranquille, de pouvoir ramener leurs parents
en confiance, en sécurité. En toute dignité. En toute dignité, pas sur un toit ou des gens qui sont posés sur le cercueil. Absolument. Ou des cercueils qui s'ouvrent sur la route. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, le frère, il est là. Donnons-lui de la force. Pour moi, ça. en fait, moi, c'est automatique. Donnons-lui de la force parce que il se peut que demain, ce soit Absolument. mon père, c'est ça. ma mère, Ah, mais... mon frère. Comment je fais? Augmente le volume. Comment je fais? Amen à ce que tu dis. Non, comment je fais? Parce qu'on je suis est d'accord tous avec toi. concernés par ça. C'est ça. Et si on a un frère qui est là et qui est truc, donnons-lui de la force. Ouais. Après, moi, je veux croire ça. Non, mais t'as raison. Je veux croire ça parce que, Mm. comme je dis toujours, on est chacun responsable. Si moi, j'y crois pas, ça va être compliqué. C'est ça. Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. L'idée, ce serait de te donner de la force, comme j'ai dit tout à l'heure, de créer des synergies, de voir comment on pourrait bosser ensemble. Après, frère, je vais te dire un truc aussi. Il faut qu'aussi, nous, les Africains, il faut qu'on soit prêts à bosser du côté pro. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, moi, pour le véhicule, j'ai fait appel à un mec pour faire du covering, pour faire l'écriture, tout ça dessus. Et le mec, ça fait environ 3 semaines, un mois qu'il répond même plus. Et tu vois, je veux dire, c'est pas très pro. Je lui envoie des messages, il répond pas. Tu vois, c'est-à-dire, il faut qu'au bout d'un moment aussi, faut que nous aussi, on prenne conscience que c'est pas parce que le mec devant moi, c'est un frère à moi, que je peux le faire galérer, que tu vois ce que je veux dire. Il faut au bout d'un moment, faut du sérieux, faut du professionnalisme. Il faut faire en sorte que le mec que je suis allé voir, faut se dire que lui, il va me ramener des clients. Avec le bouche à oreille, avec le service de qualité que j'aurais fait pour lui, ça va me ramener un max de clients. Et ça va me faire de la pub, en fait, automatiquement. Donc, c'est un état d'esprit aussi à avoir d'être entrepreneur. C'est pas facile. Bien sûr. Donc, Non, mais je veux carrément. dire, la communauté, il faut qu'on bosse ensemble, c'est vrai. Il faut qu'on se donne la main. Il y a des plateformes qui se font sur Facebook, Je consomme Africa, etc. Il y a plein de trucs. Mais à côté de ça, il faut que... il faut être pro. Il faut être pro. Faut être dans l'entraide, la solidarité. Et je pense qu'après, ça va aller de l'avant. Il y a une espèce de vague sur Facebook ou sur les réseaux sociaux qui est en train de se créer parce qu'il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'entraide. On veut absolument consommer dans des magasins africains, exotiques et tout. C'est bien. Il faut que ça continue, il faut qu'on se donne la main. Il faut vraiment que le mec qui a un projet, on le soutient. Pourquoi ne pas créer même une collecte sur Facebook et tu sais, mettre chaque mois même 1 euro. Et je te promets que ça aiderait beaucoup de personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis déjà lancé, mais il y en a peut-être qui sont en manque de 300 euros ou des 200 euros qu'il faut pour se lancer. Peut-être que 1 euro par mois, ça aiderait des gens. C'est vrai. Et 1 euro, c'est quoi? C'est un café. Non, mais après, je pense que c'est vraiment prendre conscience de l'importance. C'est ça. Et comme je dis, prendre conscience de l'importance du pays là-bas. Ouais. Le Mali, que ce soit tous ces pays-là, l'Afrique est très puissant. Tout le monde est là-bas. Pourquoi? Ils ont pris conscience de ça. De prendre aussi conscience, nous-mêmes, personnellement, de notre puissance à nous. Exactement. Et de l'impact qu'on peut avoir. Absolument. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi cette mentalité-là qu'on ne prend pas conscience que c'est vrai que tout seul dans son coin, c'est difficile. C'est difficile. Tout seul dans son coin, c'est difficile. Ouais. Mais si on est ensemble et qu'on fait des choses, en tout cas, moi, je veux croire à ça, j'y croirai jusqu'à ma mort, j'espère, Inch'Allah, croire qu'ensemble, on peut faire vraiment des grandes choses avec l'état d'esprit qu'il faut. Ouais. En tout cas, il y a tout. Moi, je sais. C'est ça. Et moi, je pense que nous, on pourra changer les choses. En tout cas, la deuxième génération qui est en France, qui est partout aux États-Unis, en Italie, peu importe, on pourra changer les choses si nous, on arrive nous-mêmes à prendre conscience de tout ce que tu viens de dire. Et on va arriver avec notre fraîcheur, on va arriver avec notre état d'esprit, notre excellence. Exactement. Tu vois, je parlais avec JB il y a 2 ans, il me parlait de l'excellence. Ouais, mais JB, c'est le pro de l'excellence. Déjà, salam à JB Magassa. Il fait beaucoup pour la diaspora, énormément. Même si aujourd'hui, je suis là, je fais des choses et tout, il m'a beaucoup mis en avant. Donc, on a besoin de plus de gens comme JB aussi, qui permettent à un maximum de gens de la diaspora de se mettre en avant et de faire les choses, quoi. C'est ça. Et quand on voit le parcours qu'il a eu, on se dit tout est possible, tu vois. Mais je veux dire, en fait, tu vois, quand on parle d'excellence, c'est si moi, par exemple, je fais des remarques aux personnes de mon équipe, il faut que moi-même, déjà, je sois un exemple, je sois un bon capitaine. Et c'est là un sujet, l'exemple. L'excellence, ça passe par là. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, voilà, entre Africains, franchement, je pense qu'on peut y arriver, mais je pense que ça va prendre encore un peu de temps, parce que... malheureusement, bon... Moi, je dis, il y a un travail de l'autre côté aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a un travail de l'autre côté qui nous laisse là où on est. C'est ça. Il y a un travail qui est fait sur le Mali. Ça, on le voit avec tout ce qui est les téléphones. Ouais. Il y a un vrai travail qui est fait, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit avec TikTok, les applications comme ça et tout.
perd beaucoup de temps. On maintient les gens dans un Parce mécanisme. qu'ils viennent de découvrir, en fait. Ouais. Et nous, on a découvert ça fait déjà 15, 20 ans. Ouais. Mais eux, ils sont en plein dedans. Et ça aussi, c'est un des moyens qui font que on dort, en fait. Tant qu'on dort, on est bien. Hein. Malheureusement. Non, il faudrait en fait, il faut qu'on ait une mentalité comme les Indiens, comme les Chinois. Ah, c'est tout. L'autre, il grimpe, il fait grimper l'autre. L'autre, il grimpe, il fait grimper l'autre. On se donne des idées, on travaille ensemble. Et moi, je pense qu'on aura un impact hyper fort dans la société quand on va commencer à peser financièrement. Ouais, je suis 2000% d'accord avec toi. À partir de là... Il ne s'agit que de ça. Ouais, exactement. Exactement. Donc, si nous, les enfants de la diaspora, même au Mali, hein, si on se donne la main, on est solide, et il faut aller chercher ce qu'on mérite et ce qu'on doit avoir. Si on va chercher ce qu'il faut, on crée beaucoup d'entreprises, on participe à la vie économique, on sera écouté. On crée des collectifs solides, on sera écouté. Effectivement. On aura peur de nous, au tapis rouge quand tu vas aller toquer à une porte, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Après, il y a encore du boulot, mais bon, il y a du boulot. Il faut commencer. Il y a des gens comme toi. Je suis comme toi. Comme je te dis, Merci, ce qui est intéressant, et à un moment, ce que tu as dit, ce que je soulève, c'est qu'on est tous responsables. Donc, au bout d'un moment, c'est bien de parler, il faut faire, il faut être, il faut augmenter sa puissance personnelle. Et il faut aller jusqu'à l'excellence dans son domaine. Aller chercher un petit peu ce qui me passionne. Parce que moi, il y a ce côté où il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat juste pour l'argent, ça va être un peu compliqué, c'est difficile. Par exemple, toi, si tu t'étais lancé, honnêtement, entre toi et moi, si tu t'étais lancé dans cette société-là de convoi funéraire juste pour l'argent, non, t'aurais laissé. Non. Là, il y a des valeurs, il y a une passion, il y a une histoire. Un storytelling, absolument. En fait, moi, à la base, même au début, travailler dans le domaine du funéraire, je ne me voyais pas le faire du tout. Quand j'ai perdu mes parents, je me suis dit, ouais, mais ça va être dur de transporter les défunts et tout. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est un passage obligatoire. Un jour, on va tous mourir. Et si je peux apporter quelque chose aux familles qui sont endeuillées et accompagner le défunt jusqu'à sa dernière demeure en toute dignité et recevoir un merci de la part de la famille, moi, c'est tout ce qu'il me faut. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de magnifique que d'accompagner un défunt jusqu'à ce lieu d'inhumation, de prendre l'appel, de creuser, de faire des invocations pour lui. Parce qu'un jour, quand moi je serai à la place dans cette voiture, j'aimerais qu'il y ait autant de monde derrière moi qui m'accompagne, qui creuse et qui me mette dans le trou et que je me retrouve face à Allah. Et voilà, c'est... C'est beau aussi parce qu'il y a vraiment ce côté aussi spirituel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté où, voilà, hein, tu sais, la janaza, toute la route, tout ça, c'est un truc, hein, c'est quelque chose. Et d'aller enterrer, mettre la terre et tout ça, c'est bénéfique. Et que Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour ça. Amin, amin, amin. On a besoin de plus de gens comme toi qui font cette chose-là. Et comme tu as dit, il y a ça, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a tout à refaire. Exactement. En Afrique, il y a tout à refaire. Exactement. Moi, ce que je veux savoir maintenant, c'est quels sont maintenant tes objectifs futurs, quels sont tes besoins, comment tu vois le futur à travers ton entreprise. Alors nous, l'idée là, ce serait dans les 5 prochaines années, on va dire, d'être sur plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Mauritanie, Bravo. La Guinée, voilà, tous les pays qu'on pourra essayer dans lesquels on pourra développer notre activité et d'avoir voilà, plusieurs véhicules et par la suite, après, pourquoi pas avoir pour d'autres projets également dans le funéraire. On a les cimetières qui sont aujourd'hui délaissés du côté du Mali. Je parle du Mali parce que c'est là-bas c'est là que tu as commencé. C'est là que j'ai commencé. Et donc, du coup, voilà, au Mali, je sais que les cimetières, ils sont plutôt délaissés. Moi, aujourd'hui... Alors, quand tu dis délaissé, ça veut dire aujourd'hui, nous, quand on va faire des inhumations à Bamako, on marche sur des défunts pour creuser à côté. Donc, il se peut que quand tu mets un coup de pelle, que tu touches à un défunt. Mais tu sais, frère, Wallah, tu parles de ça. J'étais au Mali, là, ça fait 1 an, mois d'août dernier. Ok. Quand j'étais là-bas, il y a Djibi qui m'envoie un message. Il savait que j'étais là-bas. Il me dit qu'il a un ami qui est décédé. Ok. Et que lui va venir en urgence, rahimahullah, que lui va venir en urgence pour enterrer cet ami-là, parce que c'était vraiment un ami qui lui tenait à cœur. Okay. Et que ça serait bien que je vienne, il m'a envoyé l'adresse et tout, et qu'on se voit là-bas. On va au cimetière et je suis choqué, mais vraiment choqué. C'est la première fois que j'allais à un enterrement au Mali. Les gens marchent sur les tombes de tout le monde. Non mais normal.
Non, mais en fait, là, tu vois, quand tu as dit ça, j'ai l'image là dans ma tête. Ouais. Je le vis. J'ai l'image. Tout le monde. Subhanallah. Ouais. C'est serré et les gens marchent sur un truc. Il n'y a pas de limitation. Tu sais même pas, en fait. Tu es en train de marcher sur un corps où tu sais même pas. Subhanallah. Et c'est vrai que ça, c'est dingue, hein. C'est dingue parce que moi, là, ce que tu dis, moi, je l'ai vécu, tu vois. Ouais. Et c'est un truc de fou. Et j'étais là. Même moi, je me suis retrouvé à marcher sur des. Malheureusement. Sur des trucs. Et je sais pas où aller. Je sais pas comment. Il n'y a personne qui te guide. Non. Tu es censé avoir un gardien. Tu es censé avoir un certain nombre de distance entre les cimetières, entre les tombes. Il est censé avoir un chemin qui se crée, une espèce de couloir pour qu'on puisse passer. Mais là, non, en fait. C'est pour ça qu'il y a, quand je dis il y a plein de choses à faire en Afrique, il y a vraiment plein de choses à faire. Non, mais c'est fou. Des choses que les gens n'imaginent même pas, en fait. Tu vois, refaire les cimetières, refaire les bordures, revoir les anciennes concessions, s'il faut les remplacer, etc., mettre en place des systèmes et tout. Non, mais il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai eu, cette idée, je l'ai eue à travers le travail que je faisais quand j'étais au Mali, c'est-à-dire de prendre des défunts à l'aéroport, les emmener jusqu'au lieu d'inhumation, que ce soit même dans les villages, dans les zones éloignées, en fait. Du côté de Caille, du côté d'Ilimané, du côté de Raniaga, etc. Et du coup, arriver là-bas, c'est encore pire. Là-bas, moi, par exemple, dans mon village, ils ont été obligés, je crois qu'à un moment, ils ont déterré pour remettre les défunts dans un autre endroit. Parce que par manque de place, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, moi, du coup, c'est vrai que je me suis posé un peu la question. Je me suis dit, si jamais demain je décède, est-ce qu'il faut peut-être pas que je reste en France? Est-ce qu'il faut que j'aille au Mali? Je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas. Ouais. Tu vois. Sachant qu'en France, il y a quand même un truc, une difficulté que moi j'ai vue par rapport à des personnes. Parce que les cimetières sont payants. C'est ça. Ça veut dire que tant que les familles sont vivantes, on paye. Et si tu ne payes pas, ils déterrent le corps. Ouais, mais... Ce que j'ai entendu, après, je sais pas... C'est exactement ça, mais ça se passe pas comme ça. D'abord, on va mettre un mot sur le tableau d'affichage, et c'est après plusieurs années qu'ils vont déterrer le corps. Ouais, mais quoi qu'il arrive, voilà. À la fin du fin, voilà, si tu payes pas, si truc et tout, il déterre le corps. Je crois qu'il y a un truc, tu peux le faire illimité, mais ça coûte super cher. Exactement. Ça coûte combien est-ce que tu as le tarif non, mais ça dépend de la commune, en fait. D'accord. C'est par commune. Les tarifs sont par commune. Ok, mais à peu près, je crois que c'est dans les 10 000, hein. Ah non, quand même pas. Non. Je crois que tu peux payer peut-être dans les 200, 300 euros. Non, mais pour avoir illimité. Moi, je parle illimité, ça veut dire que pour les 99 ans. Mais je crois qu'on peut plus faire 99 ans. Ah, je crois que maintenant, c'est 40 ans. Ah ouais. D'accord. Je crois que c'est 40 ans. D'accord. Je crois que c'est 40 ans, ouais. Après, tout ce qui est marbrerie et tout, c'est un truc encore à part. D'accord. Marbrerie, fossoyeur et tout, c'est un truc à part. Mais après, je veux dire, au Mali, c'est un peu la même chose. Hein. Ah ouais? Bah oui, au Mali, s'il n'y a pas de place, on prend les os, on les met de côté et on pose le défunt à côté. Hein. D'accord. Ah, attention. Hein. Ok, non, mais j'étais pas au courant. Les gens sont pas au courant. Non, j'étais pas au courant, moi. Oui. Je me suis dit, quand t'es au Mali, ce qui est bien, voilà, t'envoies le corps de tes parents et tout. Voilà. Non. Et il y a un truc que je viens de me rappeler, mon père, il me disait, tu sais, il y a plein de gens qui achètent des terrains au Mali. Ouais. Et il y a plein de quartiers qui vont se créer au Mali. Comme tu as dit, il y a tout à refaire, il y a plein d'endroits, les gens ont acheté plein de terrains. Et il m'a dit qu'il y a une problématique. Parce qu'en fait, les gens, ils ont acheté tous les terrains et ils n'ont pas pensé à un terrain pour les morts. C'est-à-dire qu'ils font des quartiers, mais les gens qui vont mourir, où vous allez les enterrer? Ils n'ont même pas pensé à ça. Et maintenant, ils sont en train de tout négocier, d'essayer de racheter aux gens qui ont acheté parce qu'il faut vraiment de la place pour... C'est incroyable. Exactement. Ben ça, normalement, ce serait la mairie de Bamako qui devrait essayer de gérer ce truc-là, essayer de savoir quel emplacement on peut garder pour les personnes qui décèdent, parce que sinon, les gens, malheureusement, ils seront obligés d'aller soit dans leur village, ou soit, comme j'ai dit tout à l'heure, de déterrer les anciens, les anciens défunts et de remettre, en fait, une personne qui serait décédée récemment, en fait. Subhanallah. C'est ça. Par manque de place. Par manque de place, oui. Par manque de place, malheureusement. C'est pour ça que je parlais du manque de place, parce que acheter des terrains. C'est ça. Mais après, il faut bien qu'il y a des endroits pour enterrer les morts. Hein. C'est une réalité. Exactement. Donc après, en fait, nous, on est là-dessus. On est en train de voir comment on pourrait se lancer dedans. Maintenant, comme
tout ce qui est lié à la mort, c'est un peu plus compliqué. Ouais, non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, franchement, courage, parce que Ouais, merci beaucoup. se lancer dans un truc comme ça, la mort, c'est toujours compliqué. C'est ça, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Et ça, c'est ça. Encore une fois, moi, s'il y avait une société de transport qui existait au moment du décès de mon père et de ma mère, j'aurais pas eu le besoin de créer Adadia. J'ai créé Adadia parce que Il n'y avait pas. Il n'y avait pas, en fait. Et il y avait un besoin, il y avait un Surtout réel tu nous besoin. connais, nous Exactement. des diasporas françaises, on voit justement comment ça se passe ici, les C'est véhicules, les ceci. ça. On est habitué à ça. Exactement. Tu arrives au bled, ton père, on te le met, il y a des gens dessus. Exactement. On n'espère pas le corps il tombe, tu vas devenir fou. Voilà. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, sur Instagram ou sur Facebook, des fois, je reçois des messages de certaines personnes qui me disent Ladji, si demain je décède, je serais content que Adadia puisse s'occuper de moi parce que... Moi aussi. Voilà. Ah bah merci, c'est gentil. Mais on espère que ça arrivera, Inch'Allah. Inch'Allah, plus tard. Voilà. Il y a du Dans travail. beaucoup d'années. Et donc, voilà, tu as des gens qui disent, voilà, j'aimerais que tu t'occupes de mon père, de ma mère, de moi. Au moins, avec toi, il y a l'assurance parce que ton véhicule, il est équipé d'un caisson réfrigéré. Je vais arriver au village dans des bonnes conditions. Voilà, et ça, c'est l'essentiel. Et les gens, ils ont aussi besoin d'être rassurés. Et les gens, ils ont aussi besoin de savoir ce qui se passe au pays. C'est pour ça que là, on est en train de mener une campagne de sensibilisation dont le but sera d'éveiller les consciences. Important. Parce que les gens ne savent pas réellement ce qui se passe au Mali quand les défunts ils arrivent. Ils le découvrent sur le tas, directement, comme nous, dès qu'ils viennent avec le corps de leur papa ou de leur maman. Alors qu'en fait, tout simplement, il y a une base. La base, c'est se rapprocher un petit peu des Hurumkes, les caisses d'associations villageoises. En soninké, on dit Hurumkes. Ce serait bien de se rapprocher d'eux, de savoir un petit peu comment ça marche. Ah, mais est-ce que j'ai prévu pour mon père comment ça va se passer si demain il n'est plus là, etc., etc. Où est-ce qu'on peut l'inhumer, tu vois? Ce serait bien de parler de tout ça avec eux. La mort, c'est quand même quelque chose d'assez tabou dans notre société, mais c'est quelque chose de tout à fait normal, en fait. Et on va tous mourir un jour. Donc, en fait, comment on prépare la naissance de nos enfants en faisant des travaux dans la chambre, en mettant une peinture rose quand c'est une fille, une peinture bleue quand c'est un petit garçon, on achète le lit, la poussette. Mais en fait, la mort, c'est un peu pareil. Quand on voit que nos parents ils commencent à arriver à un certain âge, il faut peut-être commencer à en parler avec eux. Ça se prépare, en fait, la mort. On va retourner à Allah, on appartient à lui. Et c'est normal. Tu vois? Ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est vrai, c'est normal, comme tu le dis. Hein, c'est normal. C'est, comme tu dis, le fait d'en parler aux parents. J'ai bien aimé cette parabole que tu as fait entre la naissance, on la prépare. La mort aussi, on la prépare. Et souvent, on la prépare pas. Et quand ça vient comme ça, on est surpris. On est surpris. Il faut tout faire dans le même moment. On est surpris, on est stressé, on a la pression. On a la pression, on comprend pas. Il faut tout faire en même temps. Et c'est assez difficile. C'est assez difficile. Ouais. C'est pour ça que nous, voilà, on est là à côté de la diaspora. Nous, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les défunts dans ces périodes difficiles, les familles endeuillées dans ces périodes difficiles. Et en fait, eux, ils s'occupent vraiment de leur deuil. Et nous, on s'occupe de toute la partie administrative, du convoi. Donc voilà, comment vous procédez en fait? Quelqu'un, il perd un proche. Ok, alors on vous contacte. On nous contacte, ils font appel à nous. Ensuite, on les met en contact avec notre pompe funèbre partenaire avec qui on travaille. On a sélectionné soigneusement certaines pompes funèbres. Donc, on les mettra en contact. Ensuite, cette pompe funèbre-là va s'occuper de toute la partie administrative et de gérer avec le funérarium ou la morgue de l'hôpital dans laquelle le défunt sera. Ensuite, ils organisent les obsèques. Ils envoient le déroulé à la famille, c'est-à-dire, tu sais, le document sur lequel il y a écrit prière, salat janaza à tel lieu, à tel jour, etc. La famille peut le communiquer avec ses proches sur les réseaux sociaux, etc. pour qu'il y ait un max de monde pour la salat janaza. Ensuite, une fois que le défunt il arrive à l'aéroport de Bamako, nous, on prend le relais. On a nos locaux qui sont au service fret. Magnifique. On a nos véhicules qui sont stationnés. Donc voilà, on prend le relais, on prend le défunt, on fait une salat janaza à l'aéroport directement. Si la famille le souhaite, on peut faire un stop chez la grande famille à Bamako. Oui, pour qu'ils puissent se recueillir. Il y a toujours une grande famille à Bamako. Exactement. Pour qu'ils puissent se recueillir directement sur le défunt. Donc après, c'est soit une inhumation à Bamako, une inhumation locale,
ou soit on prend la route et là, on en a pour peut-être 15 heures de route, 14 heures de route, 20 heures de route. Ça dépend de la distance. Mais c'est pour ça que moi, je me suis mis en fait là-dessus parce que je trouvais que pour beaucoup, Bamako, le Mali s'arrête à Bamako, mais en fait, le Mali, non. Le Mali, ça va jusqu'au bout, en fait. C'est très, 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 très grand le Mali. C'est très, très grand. L'un des plus grands pays d'Afrique. Exactement. Et du coup, les zones qui sont éloignées, elles sont à 800, 850 km. Et nous, on s'occupe des défunts qui sont dans ces zones-là, en sachant qu'en France, la plupart des Maliens sont issus de la zone de Caille. Pour la plupart. On est dans le cercle de Caille en grosse majorité. Donc, c'était vraiment une population qui était un petit peu délaissée, tu vois. Donc, moi, quand je me suis dit, je vais créer cette start-up, je me suis dit, il y a une grosse communauté, donc on va essayer de bosser avec eux. Donc, voilà. Donc, maintenant, après, à côté de ça, on fait aussi des créations de puits maintenant, des Salaha Djaria. Un ami, par exemple, qui a perdu son père, il voudrait faire un puits au nom de son papa pour que l'aumône ne s'arrête pas. Donc, tout simplement, il fait appel à nous. Nous, on voit avec notre réseau à Bamako où est-ce qu'il y a besoin de faire un puits, ou si la personne a déjà le lieu où faire le puits, elle nous donne juste l'argent. On fait un devis avec les personnes qui font le puits. Ils nous donnent le coût, on leur transmet, et puis ensuite, au fur et à mesure, on envoie quelques photos pendant les travaux. Si la personne veut à la fin mettre une plaque avec le nom du papa ou pas, la personne est libre, elle nous informe, et voilà. Après aussi, ce qu'on est en train de voir, c'est un service, entre guillemets, de restauration dans le véhicule. En gros, si l'avion il arrive par exemple à 18h et que les gens ils sont endeuillés, ils ne pensent pas à tout ça, ils peuvent prévoir, là, dit, écoute, on veut des sandwichs, on veut ça, on veut de la boisson. Nous, on peut préparer tout ça à l'avance. L'excellence. C'est ce qu'on vise. Non, mais c'est important. C'est ce qu'on vise en tout cas et c'est important. L'excellence, c'est dans les détails. Hein. C'est ça, exactement. Donc voilà, l'idée, c'est ça un peu, c'est que le client il soit à l'aise et il voyage en réalité. Parce que quand tu fais 15 heures de route, 20 heures de route, tu voyages. Donc il faut être à l'aise. Certes, on va s'arrêter dans les points stratégiques, à Diema, etc. Mais après, voilà, il y a des endroits où malheureusement, il faut rouler, c'est la nuit. Donc l'idée, c'est d'avoir déjà tout ce qu'il faut à bord. Donc voilà. Ok. En tout cas, félicitations, franchement, on est content. Est-ce que tu as un dernier message à partager à la diaspora? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? La diaspora, voilà, le message que je peux partager, c'est il faut qu'on soit ensemble, qu'on soit tous unis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'on se donne la main pour qu'on puisse avancer le plus loin possible, qu'on soit tous soudés, solidaires. Et l'histoire, elle ne s'écrira pas sans nous, c'est avec nous. Donc, il faut se lever. Le train, il est là, c'est maintenant, il est à quai. Il faut y aller. Et donc, voilà, les gens qui veulent entreprendre, il ne faut pas hésiter. Il y a des réseaux. Moi, je fais partie, par exemple, d'un réseau qui s'appelle l'Union des ambassadeurs, dont l'idée est de se donner de la force, de se donner du courage, de s'entraider. Et donc, c'est un réseau qui est aujourd'hui international, parce qu'on est en France et on est au Mali. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs, de personnes qui sont dans l'association, dans le monde associatif. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de créer des synergies ensemble. On essaie d'aller de l'avant. Au Mali, il y a plein de personnes qui sont pas forcément dans des groupes, mais qui sont là aussi pour accueillir les nouveaux arrivants. Et ça, c'est important. Que les gens ne pensent pas qu'ils soient... En fait, les gens ne sont pas délaissés, en fait, quand ils arrivent là-bas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de franco-maliens qui sont au Mali parce qu'ils ont des idées de projets, ils ont créé des entreprises, etc. Et il y a des gens qui font des sorties, ils vont dans des restos ensemble. Il y a des after-work qui se mettent en place. Donc, non, il y a plein de choses à faire. Franchement, c'est top. Merci beaucoup. Et comment on peut te contacter ? Moi, je suis disponible on peut me retrouver sur WhatsApp. WhatsApp, d'accord. Donc au 06 84 57 44 41 ou le WhatsApp du Mali 00 223 72 12 54 79. Ok. De toute façon, je remettrai les liens en bas, je mettrai. Exactement. Sur Facebook aussi. Adadia. Ok, Adadia. Sur Instagram, Ladji Dibatere. D'accord. Voilà. C'est les endroits où on peut te contacter. Me retrouver. Et sur le site web. www.ada-dia.com. En tout cas, mon frère, je te remercie déjà. Tu as fait beaucoup de route là pour venir me voir et partager un petit peu ton message. Merci à toi. Qu'Allah te facilite. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura éveillé les consciences sur pas mal de choses. En tout cas, je te remercie et puis pourquoi pas pour un prochain podcast. Merci à toi. Salam.